Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On va parler protection du poste de travail avec Michel Lanaspez de Sophos. Je vous demande de l'applaudir pour l'accueillir. Bonjour à tous. Oui, alors donc on va regarder effectivement quels sont les grands changements, les grands thèmes qui bouleversent, qui changent la protection du poste de travail. Donc là, vous en avez déjà deux avec l'intelligence artificielle et l'EDR qui vont être un petit peu, je dirais, les grands thèmes que je vais couvrir, mais je vais également explorer en général ce qui se passe. Alors très rapidement, pourquoi Sophos sur ce sujet? Sophos, vous avez quelques chiffres ici, acteur d'origine européenne, présent depuis plus de 30 ans sur la sécurité. À la fois, ce que vous avez en vert sur tous les thèmes qui concernent la protection des utilisateurs, postes de travail, serveurs, chiffrement, etc. Et tout ce qui concerne également le réseau, le pare-feu, le web, l'email. Donc tout ce qui concerne le réseau, c'est important de noter ça parce qu'effectivement, une des tendances, c'est on voit un certain rapprochement, synchronisation entre ce qui se passe sur le monde du réseau, sur le monde du poste de travail. Vous avez deux des cadrans magiques du Gartner. Vous pouvez voir que certains des acteurs comme Sophos sont présents sur ces deux domaines. Ce n'est pas un hasard parce qu'effectivement, une des grandes tendances, je reviendrai à la fin, mais sur lesquelles nous, on a été précurseurs et on est très présents, c'est faire converger ces deux domaines-là, faire converger pour plus de sécurité. Alors, on a commencé en 2015, endpoint plus firewall, mais on poursuit tous les ans. Donc maintenant, on a rajouté endpoint chiffrement, endpoint mobile et Wi-Fi avec Fishthread. J'y reviendrai derrière. Mais commençons déjà par un grand thème qui est, OK, d'accord, pourquoi cette évolution? Pour mieux répondre effectivement à des menaces, vous avez vu la présentation d'avant, qui sont en croissance. Également, il y avait d'autres éditeurs qui mentionnaient des chiffres qui sont semblables à ce qu'on observe, de l'ordre de 400 000 nouvelles menaces qui apparaissent tous les jours. Pour faire face à cette demande-là, il faut deux nouvelles technologies. Alors, un grand thème, c'est la prédictivité. Là, c'est sur ce domaine-là que va arriver l'intelligence artificielle. Aussi des technologies essentielles nature, des technologies qui sont capables d'être vont perdurer davantage dans le temps sans mise à jour. La remédiation, un grand thème, ça c'est l'EDR, aller vers des outils qui permettent de plus en plus d'aller traquer, d'aller tracer, d'aller rechercher des signaux à faible bruit. Et puis tout ce qui va dans le domaine des multisolutions, c'est-à-dire la convergence, la synchronisation de différentes solutions, le multivecteur, travailler ensemble, être synchronisé. Alors, sur le poste de travail, ça va faire émerger des grands thèmes que je vais explorer maintenant. Donc, l'anti-exploit. Alors, l'anti-exploit, nous, on y est arrivé par l'acquisition d'une société Surfright qui avait 10 ans d'expérience dans le domaine. Tout ce qui est des technologies qu'on appelle parfois des technologies sans fichier, fileless. En gros, on s'intéresse à un type d'attaque et on va contrer ce type d'attaque précis. Ça va être bien sûr l'anti-ransomware, mais le vol des identifiants, le code cave, etc. On y reviendra. Le deep learning, toute l'intelligence artificielle, bien sûr, grand thème. Et puis l'EDR, on va voir que ces deux domaines participent ensemble. Alors, je commence par les exploits, à tout seigneur, tout honneur, parce que les exploits sont clairement un des premiers problèmes en matière de cybersécurité. Et alors, on était arrivé à fin 2007 avec un pic énorme. On demandait est-ce qu'il va être isolé? Non, il n'est pas isolé. En 2018, on a encore dépassé ce nombre-là. Donc, le fait, ça c'est tout système d'exploitation applicatif confondu. Donc, effectivement, un problème majeur. Donc, face à ce problème, il est très important de se doter d'armes, d'outils anti-exploit avec une couverture, un spectre le plus large possible. Donc là, vous avez l'exemple de ce qu'on fait en se basant sur beaucoup d'expérience sur le domaine. C'est une composante essentielle des nouvelles générations de protection endpoint. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé, ce que j'ai déjà mentionné, comme les protections contre les attaques qui se basent pas vraiment sur l'analyse de fichiers, mais qui se base sur le modèle, la technique d'attaque. Alors vous avez au premier rang de celle-ci l'anti-ransomware, sur lequel vraiment on regarde comment fonctionne un ransomware, il chiffre, on va observer des chiffrements séquentiels, successifs, etc., etc. Mais il n'y a pas que ce genre d'attaque qu'on va bloquer de cette manière-là. Vous avez par exemple le vol d'identifiant qui est très courant, qui est très important. Vous avez l'élévation de privilèges de processus, la migration de programmes malveillants, la manière d'injecter du code, de cacher du code dans des applications légitimes avec le code cave, les choses qui a fait les gros titres, les violations APC, Atombomb, etc., etc. De plus en plus de ce type d'attaques, qui sont des attaques quelque part manuelles, on va s'en protéger avec des protections spécifiques qui regardent l'approche de la technique. Donc ça, c'est aussi typique de ce qu'on voit arriver dans les protections de nouvelle génération.
Et c'est très important parce qu'on a parlé par exemple du ransomware, on a fait des études assez poussées d'une grande famille qui s'appelle SamSam, et on s'aperçoit que pour mener leurs attaques, ils ciblent d'abord des entreprises sur lesquelles ils vont pouvoir extraire beaucoup de valeur, et ensuite ils pénètrent dans ces entreprises d'abord en utilisant tous ces outils à la main, je dirais, sur un processus vraiment systématique. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Quand ils sont prêts, quand ils ont identifié les ressources importantes, ils chiffrent brutalement et là ils envoient leurs attaques. Donc se protéger de cette manière, c'est important. Venons-en maintenant à l'intelligence artificielle et le deep learning. Donc là, vous avez deux axes qui montrent qu'on cherche à faire. Bloquer les menaces, ça c'est le taux de faux positifs. On cherche à aller vers 100% et faire le moins d'erreurs possible, de vrais positifs, et faire le moins d'erreurs possible sur l'axe voilà, en bas des faux positifs. Et le but, c'est d'être à 100%, en haut avec 0% d'erreurs. Alors, en endpoint traditionnel, ça se dégrade, donc on est sur des taux de capture. Si on ne veut pas faire trop d'erreurs, on considère habituellement qu'une erreur pour 10 000, c'est acceptable. On essaie d'aller bien sûr en dessous. Bien sûr, ça nous permet d'aller sur des taux de capture. En utilisant du machine learning classique, on peut aller là. Avec le deep learning, on essaie d'aller le plus élevé possible. Et c'est des choses qui marchent, qui nous permettent une meilleure protection, une meilleure précision, mais aussi, et ça c'est très intéressant, parce que dans ces modèles de deep learning, on est sur des modèles qui, une fois, qui ont été travaillés dans les labs, parce qu'en fait, on les travaille pas chez vous, mais dans le laboratoire. Une fois qu'on les a fait travailler sur toutes nos données, on arrive à des choses très compactes qu'on peut mettre par exemple sur un téléphone mobile et ça marche très bien. C'est vraiment l'union entre le savoir-faire des laboratoires qui est de travailler sur des masses considérables de données, les classifier correctement, et les data scientists qui vont les exploiter avec une bonne connaissance de l'algorithme, pas forcément spécifique au monde de la sécurité, tous les domaines profitent des avancées, mais qui se marient avec les labs. Et ça nous permet, on est très enthousiaste là-dessus, parce qu'on peut prendre en compte l'ensemble des données qui sont considérables dont on dispose. Alors, l'application au domaine de l'EDR, Endpoint Detection and Response. L'EDR, ça consiste à aller chercher des signaux à faible bruit pour essayer de trouver des menaces latentes, des menaces cachées, des menaces qu'on n'a pas pu détecter autrement. Donc c'est d'abord travailler sur énormément de données, les corréler, les contextualiser. C'est un travail qui est normalement fait par des spécialistes qui utilisent des produits faits pour ça. Et ensuite, ils vont chercher à explorer, à enquêter une fois qu'ils ont détecté quelque chose pour voir si c'est ailleurs, qu'est-ce que ça fait. Donc ça, c'est des analystes, des Security Operations Center. Tout ça afin de fournir aux généralistes de l'IT tout ce qu'il faut pour comprendre, mener les priorités et avoir des actions rapides là-dessus. Alors ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, c'est essayer d'aller le plus loin possible dans ce travail de fond, de travail sur les données et d'exploration, de manière à remonter cette visibilité qui va être donnée d'une manière beaucoup plus simple pour les généralistes, on va dire, de l'IT, qui doivent prendre des décisions à partir d'une expertise d'identification, d'analyse et les guider dans les réponses. C'est vraiment comme ça qu'on va agir avec l'intelligence artificielle au service de l'EDR. Alors, pour voir un peu en quoi ça consiste, le but, c'est d'essayer de démocratiser le plus possible ces technologies. Donc, prenons une journée dans la vie d'un analyste EDR. Il va commencer à regarder la liste des événements potentiellement qu'il va chercher à analyser. Donc, alors, soit il l'établit lui-même, soit on lui donne effectivement une liste déjà bien ordonnée. Ensuite, il va aller creuser, il va regarder pourquoi est-ce que j'ai cet élément. Il est parti d'une chaîne d'attaque. C'est très probablement qu'on a bloqué quelque chose et on a regardé en amont jusqu'à l'origine de l'attaque s'il y avait des programmes qui étaient impliqués. On a trouvé, oui, il y a celui-là. Bon, prenons cet exemple, dropper.exe, un exemple de dropper qui va dropper, qui va installer un programme malveillant. Ensuite, il va chercher à savoir si ce programme apparaît ailleurs, s'il se trouve ailleurs dans son réseau. Obtenir peut-être une analyse détaillée en faisant une demande spécifique sur laboratoire ou sur des sandbox. Et puis ensuite, analyser le code en détail pour savoir effectivement s'il s'agit d'un code malveillant ou non. Et puis ensuite remédier, bloquer, négocier, prévenir. Alors dans cette chaîne, il y a deux étapes sur lesquelles vont intervenir l'intelligence artificielle, le deep learning. Donc on va les regarder. Alors prenons l'exemple, voilà, j'ai eu une attaque et j'ai bloqué l'attaque. Très bien, j'ai bloqué l'attaque, j'ai nettoyé. Mais dans cette attaque, on a aussi découvert que dans la chaîne d'attaque, il y avait un autre programme qui est intervenu, qu'on n'a pas pu bloquer parce qu'il est dans la zone grise. On trouve qu'il y a des programmes normaux, légitimes, qui présentent aussi ces caractéristiques. On ne peut pas dire d'une manière univoque, oui, c'est malveillant. Ou alors on risque de tomber dans des faux positifs trop élevés. Mais on dit, voilà, ça mérite votre attention. Alors à partir de là,
on peut faire une requête au Labs pour dire bon, donne-moi un peu plus d'informations là-dessus. Et on peut faire aussi avoir l'analyse du deep learning. Alors l'analyse du deep learning, ça va consister en quoi? En fait, c'est du reverse engineering, c'est dire pourquoi le deep learning a déterminé que c'était un programme qui méritait notre attention. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. Là, il est cherché systématiquement des choses sur le disque. Ensuite, il y a eu des tentatives d'obfuscation, de se cacher différentes. Il y a plusieurs attitudes qu'on va trouver assez fortement. On voit sur les exemples rouges, sur les quelques dizaines de millions de programmes malveillants qu'on a analysé, qu'a analysé le moteur de deep learning. Eh bien, on va mettre en avant les caractéristiques qui nous ont fait arriver à cette probabilité forte que ce soit un programme malveillant. On va aussi regarder les similarités de code avec d'autres programmes et puis on va permettre d'aller plus loin, d'aller creuser. Mais déjà sur ces choses-là, même un spécialiste peut-être de l'administration au réseau, mais peut-être pas de la sécurité en profondeur, va comprendre ces choses-là et en croisant avec le fait de savoir si ce programme est présent sur d'autres postes, déjà ça donne une idée. Si c'est présent sur l'ensemble des postes, c'est probablement un applicatif qui est un petit peu limite, borderline. Par contre, si c'est quelque chose que je vois que sur certains postes et qui présente quand même quelques caractéristiques qui sont déjà bien mauvaises, bien là ça va permettre de déterminer sans nécessairement avoir une expertise sécurité trop approfondie que j'ai quelque chose à regarder là-dessus. Alors là, c'était vu sur le cas d'une attaque. Bien sûr, il y a des moments où l'administrateur va vouloir se dire « Ok, maintenant je suis calme, il n'y a pas eu d'attaque grave, je n'ai pas analysé les choses, mais je veux quand même regarder est-ce qu'il y a des choses sur mon réseau qui mériteraient mon attention parce que c'est assez dans la zone grise. » Et donc là, on va lui fournir, d'une manière sous une ordre, avec une liste d'ordre de priorité, ce qu'on a pu découvrir et ce qu'on lui recommande d'aller examiner. Donc vous voyez de la manière dans laquelle l'intelligence artificielle va intervenir pour guider, pour aider dans la recherche, l'identification et ensuite la remédiation de ces problèmes. Alors le point important, c'est comment utiliser ces nouveaux outils? Est-ce que c'est de nouveaux outils qui arrivent, je dirais, pour complètement en complément ou pour remplacer? Notre vision, c'est de dire vraiment c'est du complément des techniques traditionnelles, c'est-à-dire qu'en fait vous avez les protections endpoint classiques qui sont là pour bien sûr prévenir avant exécution, pour détecter et puis pour répondre. Il y a tout un ensemble de contrôles, bien sûr, c'est toujours essentiel de circonscrire, de réduire d'autant plus qu'on le peut le périmètre de menace, donc contrôler périphériques, les applications, le contenu, le web, etc., etc. Le deep learning est amené quelque part à remplacer un petit peu les techniques d'analyse statique, par contre pas ces aspects-là. Donc ça, c'est de la complémentarité. Ensuite, on va avoir l'anti-exploit, l'anti-piratage, etc., qui vient en complément d'autres techniques traditionnelles, je dirais, qui interviennent au moment de l'exécution, comme le comportemental, qui gardent leur validité. Puis enfin, donc, toute la partie EDR qui renforce très fortement toute la partie réponse. Donc l'approche, c'est de dire que vraiment, il y a une complémentarité. Le fait d'avoir ça dans un seul agent, ça permet une protection efficace, et d'autant plus efficace qu'on va pouvoir la synchroniser avec l'infrastructure, c'est-à-dire par exemple avec le firewall. Bien sûr, on voit bien que quand on fait de l'analyse sur tout ce qui s'est passé au niveau endpoint, c'est un peu dommage de s'arrêter au niveau du réseau, c'est-à-dire de dire après le réseau ce n'est plus moi, parce que bien sûr cette analyse a besoin de voir ce qui se passe au niveau du réseau, il y a besoin de corrélation entre ces deux mondes pour aller jusqu'au fond d'une recherche de cause, d'origine et puis de remédiation. Donc c'est ce qu'on fait avec une automatisation très poussée, puisqu'on parle vraiment de synchronisation en temps réel entre le pare-feu, le poste de travail, le Wi-Fi, le poste de travail, l'email, le poste de travail, les outils d'éducation de l'utilisateur, etc., etc. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces domaines, je vous invite bien sûr à nous retrouver sur notre stand. Merci à tous.